Un père célibataire démissionne de son travail. Puis sa PDG débarque chez lui et change tout à jamais. La neige n'avait pas cessé de tomber depuis 3 jours. À 4h12 du matin, Théo Moreau était assis seul dans sa maison de location glaciale, regardant le givre ramper sur la fenêtre pendant que les emails non lus s'accumulaient sur son écran. Son café était froid, ses mains tremblaient. Dans la pièce voisine, sa fille de 6 ans brûlait de fièvre. D'une main tremblante, Théo envoya l'email qui mit fin à sa carrière. Il pensait que c'était la fin. 3 heures plus tard, alors que la neige ensevelissait la rue, sa PDG se tenait sur son perron sans invitation et plus rien ne serait jamais pareil. Cette histoire nous enseigne que les moments de désespoir absolu peuvent parfois déclencher les transformations les plus extraordinaires de notre existence. Elle nous rappelle que derrière l'apparente froideur des dirigeants d'entreprise se cachent parfois des âmes capables de compassion authentique quand l'humanité l'emporte sur les intérêts commerciaux. Dans un monde professionnel où la productivité prime souvent sur l'humain, ce récit prouve que certains actes de rébellion désespérés peuvent révéler des alliés inattendus et créer des liens qui transcendent la hiérarchie corporate. Si vous croyez que l'amour parental peut transformer les relations les plus improbables, cette histoire va vous bouleverser profondément. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, car ce parcours émotionnel va redéfinir votre vision de ce qui compte vraiment dans la vie. Paris à 4h du matin ressemblait à la fin du monde. Théo Moreau pressa son front contre la fenêtre glacée, regardant la neige tomber si drue qu'il ne pouvait voir le réverbère de l'autre côté de la rue. Derrière lui, l'écran de son ordinateur portable jetait une lueur bleuâtre maladive sur le salon exigu. Le chauffage s'était encore coupé il y a 1 heure et sa respiration sortait en petits nuages. Le café dans sa tasse était froid depuis 2 heures. Il ne l'avait pas remarqué. Sur l'écran, notification rouge après notification rouge grimpait dans les 3 chiffres. Alerte système, avertissement de base de données, email furieux de Céleste Dubois, PDG de Technosphere, chaque ligne d'objet plus agressive que la précédente. Serveur de production en panne. Où êtes-vous? Dernier avertissement. Conseil d'administration dans 4 heures. Les mains de Théo planaient au-dessus du clavier. Il connaissait la solution, savait exactement quelle ligne de code avait échoué, quel protocole de sauvegarde ne s'était pas déclenché. Il avait construit ce système de A à Z il y a 3 ans, quand sa femme Sarah était encore vivante, quand il croyait encore pouvoir tout équilibrer. Quand Léa ne passait pas toutes les nuits à demander pourquoi papa n'était jamais à la maison. Du couloir lui parvint une toux grasse et sèche qui lui tordit l'estomac. Il avait donné à Léa la dernière dose d'ibuprofène pour enfants à minuit. Sa fièvre était à 39,4 degrés. Maintenant, l'aube approchait et il n'avait aucune idée si elle était retombée ou avait grimpé plus haut. Le téléphone sur la table vibra. Encore un appel de la ligne directe de Céleste, le 4e cette nuit. Il laissa sonner dans le vide. Théo se frotta les yeux jusqu'à voir des étoiles. Les chiffres sur l'écran se brouillaient. Pourcentage de disponibilité serveur, code de réponse, revenus perdus par minute d'arrêt. Technosphere traitait les transactions financières de 43 institutions bancaires majeures. Chaque seconde où le système restait hors ligne coûtait des milliers d'euros à l'entreprise. Chaque minute les rapprochait des pénalités de rupture de contrat. Et Théo était la seule personne au monde qui pouvait réparer ça en moins d'1 heure. La voyant vert de la caméra de son portable clignotait. Quelqu'un essayait de l'appeler en vidéo. Il ferma la fenêtre sans répondre. 3 ans. Ça faisait 3 ans que Sarah était morte en donnant naissance au fils qui n'avait vécu que 6 jours. 3 ans que Théo était devenu le parent unique d'une petite de 3 ans qui ne comprenait pas pourquoi maman ne rentrait pas à la maison. 3 ans de semaine de 60 heures. D'aller chercher Léa à la crèche à 18h59 quand elle fermait à 19h. De dîner sorti de boîtes en carton, d'histoires du soir écourtées par des appels d'urgence. 3 ans de Léa demandant « Papa, tu dois travailler ce soir ?» 3 ans de répondre « Oui ». Une autre toux résonna depuis la chambre. Plus profonde cette fois. Humide, les mains de Théo se mirent à trembler.
Il recula sa chaise du bureau, les pieds raclant contre le lino bon marché. Le couloir était sombre et froid. La porte de Léa était entrebâillée, la veilleuse projetant de longues ombres sur ses murs. Elle avait encore rejeté les couvertures et... Son petit corps était recroquevillé en boule, frissonnant, ses lèvres avaient l'air bleu. Le cœur de Théo s'arrêta. Il traversa la pièce en deux enjambées, pressa sa paume contre son front. Brûlant, toujours brûlant, peut-être plus chaud qu'avant, sa respiration venait par saccades courtes, chacune sifflant légèrement. Papa, ses yeux papillonnèrent, vitreux et sans focus. « Je sais, ma chérie. » Il remonta les couvertures, les borda autour de ses épaules. « Je suis là. »« C'est le matin ? » ?»« Presque. »« Tu dois aller au travail ?» La question resta suspendue dans l'air glacé entre eux. Du salon venait le bourdonnement strident d'un autre appel entrant. Une autre urgence, une autre crise que lui seul pouvait résoudre. Théo regarda le visage de sa fille. 6 ans, le portrait craché de sa mère. Malade, effrayée, seule, une fille est seule. Toujours seule. « Non, » murmura-t-il, « je ne dois pas. » Théo était assis dans le salon sombre. Léa enfin endormie contre son épaule, son front fiévreux pressé dans le creux de son cou. Dehors, la neige avait commencé à se calmer, mais le mal était fait. 60 centimètres ensevelissaient la rue, le trottoir, sa vieille Citroën rouillée. L'écran du portable brillait devant lui. Il avait mis son téléphone en silencieux il y a 1 heure. 23 appels manqués, 14 messages vocaux, 37 emails non lus. Il ouvrit un nouveau message, tapa 3 mots dans la ligne d'objet. Lettre de démission. Ses doigts planaient au-dessus des touches. Il avait répété ce moment 1000 fois dans sa tête. Imaginez rédiger une lettre de préavis professionnel de 2 semaines pleine de politesse corporate et de gratitude pour les opportunités reçues. Imaginez s'asseoir avec Céleste Dubois dans son bureau au mur de verre, se serrer la main, préserver sa dignité. Mais c'était avant que la fièvre de Léa ne grimpe. Avant qu'il réalise qu'il avait raté son spectacle scolaire la semaine dernière. Avant qu'il se retrouve à expliquer à une enfant de 6 ans pourquoi papa ne pouvait plus lire d'histoire du soir parce que les urgences ne dorment jamais. Théo commença à taper. « Céleste, par la présente, je démissionne de Technosphere avec effet immédiat. Je ne fournirai pas de préavis de 2 semaines. Je ne réparerai pas la panne serveur de cette nuit. Je ne répondrai plus aux appels ou emails. Pendant 3 ans, j'ai tout donné à cette entreprise. Chaque nuit tardive, chaque week-end, chaque moment que j'aurais dû passer avec ma fille. Et pourquoi? Pour que vous me menaciez quand j'ose prioriser sa santé sur votre conseil d'administration? Ma fille est malade, elle a 6 ans et elle brûle de fièvre. Et j'en ai fini de choisir la disponibilité des serveurs plutôt que son bien-être. Trouvez quelqu'un d'autre pour être votre machine, Théo Moreau. » Il relut une fois, ne corrigea rien, ajouta tous les départements RH en copie, ajouta le conseil d'administration, ajouta chaque cadre qui lui avait envoyé un message Slack à 2 heures du matin. Son curseur plana sur le bouton d'envoi. C'était un suicide professionnel. Il serait sur liste noire de toutes les entreprises tech de Paris. 3 ans de travail, de construction de réputation, de prouver sa valeur après la mort de Sarah. Toute partie en un email. Léa bougea contre son épaule, marmonna quelque chose dans son sommeil. Son front brûlait encore contre sa peau. Théo cliqua sur « Envoyer ». Le bruit de « whoosh » donna l'impression de sauter d'une falaise. Il ferma l'ordinateur, débrancha son téléphone, porta Léa dans sa chambre et l'aborda correctement cette fois, avec 3 couvertures et son éléphant en peluche serré dans ses bras. Il vérifia sa température encore, 38,6 degrés, toujours élevée mais plus basse qu'avant. Des progrès. Théo retourna au salon et se planta devant la fenêtre. La neige s'était complètement arrêtée maintenant. La rue gisait ensevelie sous un silence blanc. Pas de voiture, pas de mouvement, juste la lueur orange douce des réverbères se reflétant sur des congères intactes. Pour la première fois en 3 ans, son téléphone ne sonnait pas. Pour la première fois en 3 ans, personne n'avait besoin qu'il répare quoi que ce soit. Pour la première fois en 3 ans, Théo Moreau s'endormit sans mettre de réveil. Les coups à la porte commencèrent à 7h43. Théo se réveilla en sursaut sur le canapé, désorienté.
La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres couvertes de givre. Son cou le faisait souffrir à cause de l'angle bizarre où il avait dormi. Les coups reprirent, urgents, insistants, le genre de bruit qui disait « Ça ne va pas disparaître ». Il se leva en titubant, vérifia d'abord la chambre de Léa. Toujours endormie, température descendue à 37 G. Il tira sa porte et se dirigea vers l'avant de la maison. À travers le panneau de verre dépoli, il distinguait une silhouette, grande, manteau coûteux. Théo ouvrit la porte de 15 cm, gardant la chaîne de sécurité engagée. Céleste Dubois se tenait sur son perron. La PDG de Technosphère, la femme qui n'avait pas quitté sa suite de bureaux pour autre chose que des conseils d'administration et des appels d'investisseurs, se tenait sur le perron affaissé de sa maison de location dans le 13e arrondissement. La neige couvrait son manteau à 1 000 €, ses talons de créateur complètement inadaptés aux 60 cm de poudreuse qu'elle avait apparemment traversée pour arriver ici. Monsieur Moreau, sa voix était coupante, professionnelle, vibrant de fureur à peine contrôlée. « Nous devons parler. » Théo la fixa, fixant la neige qui fondait sur ses épaules, le SUV noir qui ronronnait au bord du trottoir, avec un chauffeur qui attendait à l'intérieur, la façon dont son souffle sortait en nuages de colère. « Non », dit-il, et commença à fermer la porte. Sa main jaillit, s'arc-boutant contre le cadre. Le serveur de production est toujours en panne. 43 banques ne peuvent pas traiter leurs transactions. Nous saignons de l'argent à chaque seconde. Vous allez réparer ça. Non, répéta Théo, je ne vais pas. C'est une rupture de contrat. Je vais vous poursuivre en justice. Poursuivez-moi. Les mots sortirent à plat. Mort. Je ne possède rien qui vaille d'être pris. Cette maison est louée. Ma voiture a 12 ans. Mon compte en banque contient 1 800 €. Allez-y. Poursuivez-moi pour le coût des factures médicales de ma fille. Quelque chose vacilla sur le visage de Céleste. Pas tout à fait de l'incertitude, mais proche. Monsieur Moreau, ma fille brûlait de fièvre pendant que vous m'avez envoyé 14 emails exigeant que je répare vos serveurs. La voix de Théo monta malgré lui. Elle a 6 ans, et elle me demande depuis des mois pourquoi je ne suis jamais à la maison. Et hier soir, j'ai enfin trouvé la réponse. L'expression de Céleste se durcit. Vos circonstances personnelles ne... Descendez de mon perron. Les mains de Théo tremblaient encore, mais pas de froid cette fois. Le conseil se réunit dans 2 heures. Si vous ne... Je me fiche de votre conseil. Théo sentait sa voix monter. Je me fiche de vos serveurs, je me fiche de vos contrats ou de vos revenus ou de votre cours de bourse. Je me soucie de ma fille, que je n'ai pas fait passer en premier depuis 3 ans parce que j'étais trop occupé à être votre machine. Silence. Céleste Dubois le fixait. Derrière elle, le moteur du SUV ronronnait. La neige recommençait à tomber, flocons légers se prenant dans ses cheveux noirs. Puis, de l'intérieur de la maison, vint un son qui glaça le sang de Théo. Léa qui toussait, pas la toux sèche d'hier soir. Celle-ci était humide et râlante, du genre qui signifiait du liquide dans les poumons, suivi d'une petite voix effrayée. « Papa ?» Théo se retourna sans un autre mot, laissant Céleste plantée sur le seuil alors qu'il courait vers la chambre de sa fille. Léa était assise droite dans son lit, son petit corps secoué par des quintes qui ressemblaient à du tissu qui se déchire. Ses lèvres avaient pris une couleur pâle, non pas le rose sein qu'elles auraient dû avoir, mais une teinte cendrée qui fit chuter l'estomac de Théo. Quand elle essayait de respirer entre les quintes, ça venait comme un gémissement désespéré, aigu et faux. Son pyjama était trempé de sueur. L'éléphant en peluche gisait oublié au sol où elle l'avait fait tomber dans sa lutte pour respirer. Ses petites mains s'agrippaient à sa poitrine comme si elle pouvait forcer l'air à entrer manuellement. « Peut pas, haleta-t-elle, peut pas respirer. » L'entraînement de Théo prit le dessus avant la panique. Il y a 3 ans, avant la mort de Sarah, il avait pris un cours de premier secours pédiatrique à son insistance. Il avait pensé que c'était excessif à l'époque. Maintenant, ses mains bougèrent en tant pilote automatique, la mémoire musculaire prenant le relais là où la pensée consciente échouait. Il attrapa son inhalateur sur la table de nuit. Elle avait de l'asthme léger depuis qu'elle avait 4 ans, hérité du côté de Sarah, et le pressa contre ses lèvres. « Respiration profonde, ma chérie. Allez,
Regarde-moi, respiration profonde avec papa. Il démontra, exagérant le mouvement, essayant de la faire l'imiter. Elle ne pouvait pas. Sa poitrine se soulevait inutilement, les côtes saillant contre sa peau fine, alors que son corps luttait pour l'oxygène qu'il ne pouvait obtenir. L'inhalateur ne fit rien. Pire que rien, il sembla augmenter sa panique. Ses yeux s'affolèrent avec la réalisation que la chose qui aidait toujours n'aidait pas. « Léa, regarde-moi !» Il encadra son visage de ses mains, se forçant à rester calme même si la terreur lui griffait la gorge. « Regarde, papa. On va compter ensemble, d'accord? 1, 2... » Elle secoua violemment la tête, les yeux écarquillés de panique, des larmes coulant sur ses joues rougies. Des pas dans le couloir, rapides, déterminés, pas les pas hésitants de quelqu'un d'incertain s'il doit intervenir. Théo leva les yeux pour voir Céleste Duboise debout dans l'embrasure de la chambre de sa fille, portant encore son manteau couvert de neige, de l'eau s'accumulant sur le tapis bon marché sous ses talons de créateur ruiné. Elle regardait la scène avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur son visage en 3 ans de travail sous ses ordres. De l'incertitude brute et sans garde. La reine de glace de Technosphere, qui avait une fois remis à sa place un PDG du Fortune 500 devant son propre conseil, avait l'air perdu, debout dans la chambre d'une enfant de 6 ans, regardant une petite fille lutter pour respirer. « Elle a besoin d'un hôpital », dit tranquillement Céleste, sa voix dépouillée de son acier corporate habituel. « Tout est net tout de suite. Pas dans 10 minutes. Maintenant, les routes ne sont pas déneigées, » lança Théo, essayant encore l'inhalateur. Toujours rien. La respiration de Léa empirait. « Je ne peux pas conduire là-dedans. J'ai un SUV. Le chauffeur connaît la neige. » Céleste sortit son téléphone. « J'appelle l'hôpital Necker. Ils seront prêts. » Théo la fixa. C'était Céleste Dubois, la femme qui avait une fois fait pleurer un ingénieur senior en réunion, qui avait viré 3 directeurs en un jour, qui dirigeait Technosphere comme une opération militaire avec 0 tolérance pour la faiblesse. Et elle proposait d'aider. Léa toussa encore, cette fois remontant des mucosités teintées de rose. Décision prise. « Allez, dit Théo, démarrez la voiture. » Céleste était déjà en mouvement, téléphone collé à l'oreille, aboyant des ordres à quelqu'un au bout du fil alors qu'elle disparaissait dans le couloir. Théo enveloppa Léa dans ses couvertures, attrapa son éléphant et la porta à travers la maison. Elle avait arrêté d'essayer de respirer normalement maintenant, juste des petites gorgées d'air désespérées. Ses doigts s'enfonçaient dans sa chemise. La portière arrière du SUV était ouverte. Céleste était assise sur le siège passager avant, toujours au téléphone. Théo grimpa avec Léa et le chauffeur, un homme aux cheveux gris avec des mains fermes, s'éloigna du trottoir avant que la portière soit complètement fermée. « Les urgences pédiatriques nous attendent », dit Céleste sans se retourner. « ETA, 12 minutes. » Le SUV navigua les rues enneigées avec une aisance pratiquée. Théo tenait Léa contre sa poitrine, comptant ses respirations. 12 par minute, puis 10, puis 8. Le téléphone de Céleste vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et sa mâchoire se crispa. Le conseil d'administration commence dans 90 minutes. Ils exigent des réponses. Alors dites-leur, commença Théo. Je ne leur dis rien. Elle mit le téléphone en silencieux et le jeta dans son sac. Ils peuvent attendre. Théo regarda l'arrière de sa tête, stupéfait. La respiration de Léa se bloqua, s'arrêta. Le monde de Théo se réduisit à un point. « Respire, murmura-t-il. 2 secondes, 3, 4. Puis une inspiration haletante. Humide et horrible, mais de l'air. Combien de temps encore? La voix de Théo se brisa. « 40 minutes, dit calmement le chauffeur. La circulation est fluide sur Sèvres. » Céleste se retourna sur son siège pour regarder Léa pour la première fois. Son expression était impossible à lire. « Elle vous ressemble, dit-elle tranquillement. Elle ressemble à sa mère. » Quelque chose passa sur le visage de Céleste, de la reconnaissance peut-être, ou du regret. L'hôpital apparut à travers la neige qui tombait. Le chauffeur se gara directement devant l'entrée des urgences où 2 infirmières et un médecin attendaient déjà avec un brancard. Théo porta Léa dehors, la remit au médecin, les regarda disparaître à travers les portes automatiques,
Puis il resta là dans la neige, tremblant, incapable de bouger. Céleste Dubois se tenait à côté de lui. « Entrez, dit-elle, vous gelez. » Pour la première fois depuis la mort de Sarah, Théo laissa quelqu'un d'autre prendre les commandes. Le diagnostic arriva 40 minutes plus tard. Pneumonie d'aspiration bilatérale, liquide dans les 2 poumons, saturation d'oxygène à 82% quand la normale devrait être de 95 ou plus. Le médecin, une femme dans la cinquantaine aux yeux bienveillants et aux mains pragmatiques, expliqua que Léa avait probablement inhalé du mucus ou des vomissures en dormant, ce qui avait déclenché l'infection. Il l'admettait immédiatement en unité de soins intensifs pédiatriques. Elle aura besoin d'antibiotiques IV pendant au moins 3 jours, dit le médecin, prenant des notes sur une tablette. Thérapie respiratoire toutes les 4 heures. Nous la garderons sous oxygène supplémentaire jusqu'à ce que ses niveaux se stabilisent. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a attrapée assez tôt. Les enfants de cet âge, leurs poumons sont résistants. Elle devrait... Le mot resta suspendu dans l'air comme une menace. Théo était assis sur une chaise en plastique dans l'aile pédiatrique, fixant le vide. Céleste avait disparu quelque part, il n'avait pas remarqué quand. Les sons de l'hôpital filtraient à travers sa conscience sans signification. Bips de moniteur, conversations feutrées, couinement de semelles en caoutchouc sur linoléum. Son téléphone vibra dans sa poche. Il avait oublié qu'il l'avait. 49 appels manqués, 63 emails non lus. Son doigt plana sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre encore. Puis il vit les lignes d'objet des emails. Pas des RH, pas de Céleste, pas du conseil d'administration. Des banques, des agences de réglementation. Urgence, enquête fédérale ouverte. Accès système suspect détecté. Malware intégré urgent détecté. Le sang de Théo se glaça. Ce n'était pas juste une panne serveur. Quelqu'un avait saboté le système, et d'après les horodatages d'exécution du code malveillant, c'était arrivé pendant son service, pendant qu'il était à la maison avec Léa. Ses identifiants d'accès, son habilitation sécurité, sa signature numérique partout sur la brèche. Il parcourut les journaux forensiques, main tremblante pour une raison différente maintenant. L'attaque était sophistiquée, ciblée. Quelqu'un avait utilisé son token VPN pour contourner chaque couche de sécurité qu'il avait construite. Mais Théo avait été hors ligne pendant des heures. Son VPN était déconnecté depuis qu'il avait envoyé l'email de démission, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait accès à ses identifiants. Quelqu'un à l'intérieur de Technosphere. Monsieur Morrow. Il leva les yeux. Céleste se tenait là, tenant 2 tasses de café d'hôpital atroce. Elle avait l'air différente d'une façon ou d'une autre. Plus petite, l'armure de l'autorité corporate dépouillée par les lumières fluorescentes et les salles d'attente pédiatriques. « Votre fille est stable, dit-elle. Ils disent qu'ils l'ont mise sous oxygène. Le médecin dit qu'elle récupérera complètement avec des antibiotiques et du repos. » Le soulagement le frappa comme un coup physique. Il dut s'agripper aux accoudoirs pour rester droit. Céleste s'assit à côté de lui, tenant une des tasses de café. « Il vous laisse que la voir dans 10 minutes. » Théo prit le café sans le boire. « Quelqu'un m'a piégé. »« Quoi ?» Il lui montra son téléphone, les journaux forensiques, la chronologie qui prouvait qu'il ne pouvait pas avoir exécuté l'attaque. L'expression de Céleste passa de la confusion à la compréhension à la fureur dans l'espace de 3 battements de cœur. « Qui a accès à vos identifiants? »« Personne. Ils sont verrouillés biométriquement. »« Alors comment? »« À moins que quelqu'un ait cloné mon token de sécurité. » L'esprit de Théo s'emballa à travers les possibilités, ce qui nécessiterait un accès physique à mon poste de travail et des privilèges administrateurs pour contourner le chiffrement. Céleste sortit son propre téléphone, commença à parcourir les journaux d'accès, sa mâchoire se serrant plus à chaque glissement. « Richard Hale, dit-elle finalement, membre senior du conseil. Il a accédé à la salle serveur hier soir à 2h47. » Théo connaissait le nom. Hale avait fait pression pendant des mois pour externaliser la sécurité de Technosphere à une firme dirigée par son neveu. « Il essaye de vous faire virer, » dit lentement Théo. « Non, il essaye de vous faire remplacer.
Si le conseil pense que vous ne pouvez pas gérer une brèche de sécurité, ils vont vous évincer et me blâmer dans le processus. Céleste se leva brusquement. C'est pourquoi il voulait avancer la réunion du conseil. Il a besoin de présenter les preuves avant que quiconque puisse vérifier la chronologie. La réunion. Théo vérifia sa montre. Ça commence quand? Il y a 20 minutes. Ils se fixèrent. Une infirmière apparut dans l'embrasure. Monsieur Moreau, votre fille vous demande. Théo regarda Céleste, le téléphone dans sa main montrant l'ordre du jour de la réunion du conseil, les journaux de sécurité qui pouvaient innocenter son nom et exposer la conspiration de Hale. Puis il regarda l'infirmière. « Allez, dit tranquillement Céleste, je gère le conseil. Ils vont vous détruire sans preuve. Alors on obtient des preuves. » Elle tendit la main. « J'ai besoin de votre téléphone et de vos codes d'accès. » Théo hésita. Il y a 3 heures, il avait démissionné, brûlé tous les ponts, juré de ne jamais faire passer Technosphere avant sa fille. Mais Céleste Dubois avait conduit à travers un blizzard pour l'aider, avait annulé sa réunion de conseil pour emmener Léa à l'hôpital, s'était assise dans une salle d'attente buvant du café atroce au lieu de sauver son entreprise. Il lui tendit le téléphone. « 15 minutes, dit-il. C'est le temps qu'il vous faut pour extraire les journaux de transactions serveurs et prouver la chronologie. Mais vous devrez le faire depuis mon poste de travail, et vous aurez besoin de mon authentification biométrique pour accéder à la sauvegarde chiffrée. » Les yeux de Céleste se plissèrent. « Vous ne suggérez pas sérieusement? Je suggère que vous apportiez l'iPad de ma fille, dit Théo. Et une bonne webcam. Je peux m'authentifier à distance depuis sa chambre d'hôpital. » Un sourire lent s'étala sur le visage de Céleste, le premier sourire authentique qu'il avait jamais vu d'elle. « Monsieur Moreau, dit-elle, je commence à comprendre pourquoi je n'ai pas pu vous remplacer. » Léa avait l'air minuscule dans le lit d'hôpital, tube d'oxygène collé sur son visage, IV partant de sa petite main, mais ses yeux étaient clairs quand Théo entra et elle sourit. « Salut, ma chérie. »« Papa, sa voix sortit rauque, mais forte. Le docteur dit que j'aurai de la glace. Autant que tu veux. » Il s'assit au bord du lit, faisant attention à ne bousculer aucun fil. « Comment tu te sens? » « Fatigué, mais pas fatigué qui fait peur. » La gorge de Théo se serra. « Je suis désolé d'avoir laissé ça empirer. »« C'est pas grave. » Elle tendit la main vers la sienne. « Tu es venu. » Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle lettre de démission. Son téléphone vibra. Message de Céleste. « À ton poste de travail, prêt quand tu es. » Théo regarda sa fille. « Léa, j'ai besoin de faire quelque chose sur l'ordinateur pendant quelques minutes. » « C'est bon? » Elle hocha la tête de façon endormie. « Tu répares quelque chose? »« Ouais, mais je ne pars pas, je reste juste ici. »« Promis? »« Promise. » Il installa l'iPad sur la table de nuit, l'inclinant pour qu'il puisse voir Léa et l'écran simultanément, ouvrit la connexion sécurisée à son poste de travail. Le visage de Céleste apparut à l'écran, éclairage fluorescent dur la faisant paraître épuisée. Derrière elle, Théo pouvait voir son cubicule vide. « La réunion du conseil bat son plein, » dit-elle tranquillement. « Hale présente son dossier. Il a des preuves fabriquées qui te font paraître coupable et me font paraître incompétente. Combien de temps avant le vote? 10 minutes, peut-être moins. » Théo positionna son visage devant la caméra de l'iPad. Le scanner biométrique s'activa, lisant son motif rétinien. Lumière verte. Accès accordé. « Guide-moi, dit Céleste. Qu'est-ce que je cherche? » Pendant les 8 minutes suivantes, Théo la guida à travers le système de sauvegarde chiffré qu'il avait construit. Couche après couche de protocoles de sécurité, chacun nécessitant son autorisation verbale et sa confirmation biométrique. Les doigts de Céleste volèrent sur le clavier, suivant ses instructions avec la précision de quelqu'un qui avait bâti des entreprises de rien. Les journaux de transactions apparurent à l'écran. Horodatage, motif d'accès, et là c'était. La signature d'identifiant de Richard Hale accédant au token VPN de Théo à 2h51, copiant les clés de chiffrement, exécutant l'injection de malware à 3h14, exactement quand les propres journaux d'accès de Théo montrèrent qu'il était hors ligne depuis 2 heures. « Je l'ai, souffla Céleste. Preuve irréfutable, horodatée, authentifiée, il est fini. »« Papa,
La voix de Léa, petite et endormie. Théo se détourna de l'écran. « Oui, ma chérie? C'est la dame de chez nous? » Sur l'écran de l'iPad, Céleste Dubois se figea. « Ouais, dit Théo, c'est Céleste. Elle nous a aidés à aller à l'hôpital. » Léa fit un signe de main faible à la caméra. « Merci. » Quelque chose se fissura dans l'expression de Céleste. Plus la reine de glace de Technosphère, juste une femme qui avait peut-être oublié ce que ça faisait d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour. « De rien, dit-elle doucement. Céleste, Théo attira son attention avant qu'elle puisse se déconnecter. « Faites-les payer. » Elle sourit. Froid, tranchant, exactement l'expression dont il se souvenait de chaque réunion de conseil qu'il avait observée du fond de la salle. « Oh, j'ai l'intention de le faire. » L'écran devint noir. Théo se retourna vers Léa, qui s'endormait déjà, une main tenant encore la sienne. Pour la première fois en 3 ans, il l'avait choisie en premier. Et d'une façon ou d'une autre, impossible, ça avait suffi. La maison était différente maintenant, plus chaude. Pas seulement parce que Théo avait enfin réparé le système de chauffage capricieux, bien qu'il l'ait fait, avec le robinet qui fuyait dans la salle de bain et la planche du couloir qui était descellée et sur laquelle Léa trébuchait toujours. Mais la vraie chaleur venait de quelque chose de moins tangible. Elle donnait l'impression d'être habitée maintenant comme un foyer au lieu d'un endroit où il dormait occasionnellement entre urgences et appels de crise. Le salon exigu qui avait autrefois été dominé par son ordinateur portable de travail et des câbles éparpillés avait maintenant un coin lecture dans l'angle. Un fauteuil confortable, une lampe de lecture, des étagères pleines de livres d'images qui étaient vraiment lus à des heures irraisonnables, pas pressés à minuit quand Léa était déjà à moitié endormie. Léa était assise à la table de cuisine, langue sortie de concentration alors qu'elle coloriait une image de bonhomme de neige. Le soleil d'été se déversait à travers les fenêtres. La fièvre, la pneumonie, cette nuit terrifiante à l'hôpital, tout ça semblait venir d'une vie différente. L'ordinateur portable de Théo était ouvert sur le comptoir, mais pour une fois, il ne le fixait pas. Il faisait des crêpes, des vraies fêtes maison, avec des pépites de chocolat arrangées pour ressembler à des visages souriants. Son téléphone vibra. Message de Céleste. Rapport de situation. Théo sourit et tapa en retour. Système stable. Aucun problème pendant la nuit. 3 points apparurent. Disparurent. Réapparurent. Bien, on se voit au bureau lundi après que je dépose Léa au centre. 9h30. Parfait. Ah, la condamnation de Hale, c'est mardi. Je pensais que vous aimeriez savoir. Théo avait presque oublié. Richard Hale, ancien membre du conseil, reconnu coupable de sabotage corporate et tentative de fraude. Le procès avait été rapide une fois que les preuves étaient devenues publiques. 15 ans de prison fédérale. J'y serai, tapa-t-il. Il posa le téléphone et retourna les crêpes. « Papa, est-ce que Céleste vient encore ?» demanda Léa sans lever les yeux de son coloriage. « Probablement pas ce week-end. Pourquoi? Je l'aime bien, elle est drôle. » Théo sourit. Céleste Dubois, reine de glace de Technosphère, décrite comme drôle par une enfant de 6 ans. La même Céleste qui avait restructuré tout son contrat d'emploi après la réunion du conseil en faisant directeur de la sécurité avec des horaires fades flexibles, des privilèges de travail à distance et un mandat pour construire une équipe appropriée pour qu'il ne soit plus jamais le seul point de défaillance. La même femme qui avait personnellement viré 3 managers qui envoyaient des emails non urgents à leurs équipes après 19 heures avec un mémo à l'ensemble de l'entreprise sur l'équilibre vie-travail qui était devenu viral dans l'industrie tech. La même Céleste qui était apparue dans la chambre d'hôpital de Léa 3 jours après le diagnostic de pneumonie avec un éléphant en peluche 2 fois plus grand que l'original et qui avait fini par rester 2 heures à lire des livres d'images dans un fauteuil d'angle, pendant que Léa somnolait et que Théo répondait aux emails. Qui avait apporté du café, du vrai café, pas la boue de la cafétéria de l'hôpital. Qui s'était assise là dans son tailleur, ayant l'air complètement déplacé parmi les murales colorées et les moniteurs qui bipaient, et qui avait lu Max et les Maxi-Monstres avec la même intensité qu'elle apportait aux appels de résultats trimestriels.
La même Céleste qui maintenant lui envoyait un message chaque vendredi soir pour confirmer qu'il partait vraiment du travail à 17h comme il était censé le faire. « Elle est drôle », acquiesça Théo, à sa façon. Je lui ai dessiné une image. Léa leva son œuvre. « C'est nous tous. » Théo regarda le dessin. 3 figures bâtons debout devant une maison. Un homme, une fille et une femme aux longs cheveux noirs. Au-dessus d'eux, Léa avait écrit en lettres majuscules, soigneuses. « Famille ». Sa gorge se serra. « C'est parfait », dit-il tranquillement. Dehors la fenêtre, le soleil d'été blasonnait sur un quartier parisien qui revenait lentement à la vie après le long hiver. La neige était partie, fondue il y a des semaines. Le froid s'était brisé. Les rues étaient de nouveau vivantes, avec du mouvement et de la couleur. Quelque part, au loin, Théo pouvait entendre des enfants jouer dans un arroseur, leur rire porté par l'air chaud. Un chien aboya, la musique grêle d'un marchand de glace dériva, le monde avait continué de tourner. Il le faisait toujours, mais pour la première fois depuis la mort de Sarah, Théo avait l'impression qu'il tournait avec lui. Au lieu d'être traîné derrière, il mit les crêpes dans l'assiette, 3 pour Léa, 2 pour lui, les pépites de chocolat arrangées en visage souriant exagéré, et s'assit en face de sa fille à la petite table de cuisine qui avait autrefois été enfouie sous des documents de travail et qui maintenant ne contenait qu'un vase de fleurs fraîches que Céleste avait apporté la semaine dernière. « Tu sais quoi ?» dit-il. « Quoi ? Je ne vais nulle part aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Le visage de Léa s'illumina comme si on lui avait donné le monde, comme tous les matins de Noël et souhaits d'anniversaire roulés en un moment. « Vraiment ? Toute la journée ? » ?»« Toute la journée. Pas de téléphone, pas d'ordinateur portable, pas d'urgence. » Elle se lança sur lui, crêpe oubliée, jetant ses bras autour de son cou avec l'intensité féroce que seuls les enfants de 6 ans peuvent maîtriser. On peut aller au parc et prendre une glace et peut-être voir si la bibliothèque a ce nouveau livre sur le dragon. Tout ça, promit Théo. Chaque chose. Et peut-être d'une certaine façon elle l'avait, parce que 3 jours de neige et un email désespéré avaient appris à Théo Moreau quelque chose qu'il avait oublié dans les années depuis la mort de Sarah. Parfois, la chose la plus brave à faire n'est pas de réparer la crise. Parfois, c'est de la laisser se casser et de choisir d'être exactement là où on a besoin de vous. Cette histoire nous enseigne que les moments de rébellion désespérés peuvent parfois révéler des alliés inattendus et transformer nos vies de façon extraordinaire. Elle nous rappelle que derrière l'apparente froideur des dirigeants d'entreprise se cachent parfois des cœurs capables de compassion authentique quand l'humanité l'emporte sur les intérêts commerciaux. Théo pensait que son email de démission rageur marquerait la fin de sa carrière, mais il a découvert qu'une PDG impitoyable pouvait devenir une protectrice féroce quand elle reconnaissait l'amour parental authentique. Céleste a appris qu'un employé prêt à tout sacrifier pour sa fille méritait non seulement son respect, mais son aide inconditionnelle. Ensemble, ils ont prouvé que quand nous choisissons nos priorités humaines, par-dessus tout, nous attirons souvent des personnes qui partagent ces valeurs profondes. Leur parcours nous rappelle que dans le monde professionnel, les vrais leaders ne sont pas ceux qui exigent des sacrifices impossibles, mais ceux qui reconnaissent et protègent ce qui compte vraiment: la famille, la santé et l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que parfois il faut risquer de tout perdre pour tout gagner, partagez-la avec quelqu'un qui lutte pour équilibrer carrière et famille. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent le triomphe de l'amour parental sur les pressions professionnelles et la transformation des crises en opportunités extraordinaires.